Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une matinée pleine de bonnes nouvelles. La première, vous êtes là, c'est formidable. On est tous ensemble pour une plénière d'exception avec Luc Julia, qui sera interviewé par Charles-Henri, que vous connaissez bien, Charles-Henri Besserdéor, professeur émérite à HEC, et en même temps, depuis peu quand même, rédacteur dans la Harvard Business Review. Je ne sais pas si ce sont les bons mots, Charles-Henri, mais en tout cas, il écrit dans la Harvard Business Review. C'est quand même une très belle référence dans nos métiers. Et puis, il sera accompagné, bien entendu, de Lionel Prudhomme. Je ne sais pas où il s'est mis, Lionel. Il est là. Lionel Prudhomme, qui est le directeur de l'IGS. Donc, 2 intervieweurs avec Luc Julia. Plein de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, vous êtes là. Deuxième bonne nouvelle, il fait beau. La pluie s'est arrêtée. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Troisième bonne nouvelle, je viens d'apprendre en lisant que l'intelligence artificielle n'existe pas. Et là, j'ai poussé un grand ouf de soulagement en me disant ah, j'ai peut-être gardé mon travail encore un petit peu. Donc, Luc Julia, on compte beaucoup sur vous. Voilà, je fais juste une introduction rapide. Je ne vais pas refaire ce que j'ai fait hier. Je signale quand même, car c'est mon rôle, que nous avons 3 partenaires clés. CoachHub, qui est le formidable leader avec 1200 clients et 3500 coachs pour généraliser, démocratiser le coaching, fonction qui jusque-là était un petit peu élitiste. Donc merci, bravo à CoachHub. Galileo qui est ici, Galileo qui est un regroupement de plus de 50 institutions éducatives, dont des institutions que vous connaissez, comme le EG, l'ISM, le M Lyon, Paris School of Business, etc. Des écoles de technologie, des écoles du secteur créatif comme le Cours Florent, la manufacture de Sèvres, et des écoles de cuisine, dont une à Bordeaux. Voilà. Donc nous avons avec nous, avec Galileo, une opportunité. Excusez-moi, la petite maladie de saison. Nous avons une opportunité pour vous. Galileo propose un service intégré qu'il nomme Sourcing Formation Onboarding et qui donc utilise leur expertise éducative qui est large pour accompagner les entreprises dans la construction de dispositifs de formation, bien entendu avec des certifications de parcours, RNCP pour ceux qui connaissent. Enfin, 3e partenaire, qui ne le connaît pas, c'est bien sûr LinkedIn. LinkedIn avec son milliard d'utilisateurs, je dis bien le milliard, 28 millions de membres en France, 3 nouveaux membres par seconde, les chiffres donnent le vertige, et donc évitons d'avoir trop le vertige. En tout cas, LinkedIn, que vous utilisez et que vous connaissez tous, offre là aussi des solutions pour les entreprises, dont le LinkedIn Talent Solution, qui est une offre intégrée utilisant sur les bassins d'emploi l'ensemble de la base de données de LinkedIn pour fournir les informations ciblées, utiles, pour construire tous les recrutements et toutes les intégrations, les formations dont on peut avoir besoin. Voilà, j'y ajoute un dernier point, et après je laisse la parole à la plénière, c'est que vous avez sur vos chaises un petit carnet offert par le Daily Swile. Swile est une des grandes entreprises de services pour les salariés, donc qui offre une pléiade de services, et notamment un nouveau service depuis 1 an, qui est un média consacré au futur du travail et à une vision anticipatrice de toutes les tendances dans le domaine du travail, qui sera sur les réseaux sociaux, sur le site web, en newsletter et tout ce que vous voulez. Je vois Charles-Henri qui regarde sa montre. Charles-Henri, the floor is yours. Merci à tous, passez une super journée et à tout à l'heure dans la session 8 pour ceux qui y seront. Charles-Henri. Bien, je vais inviter Luc, Lionel. Alors, c'est vrai, quelqu'un me faisait remarquer quand même depuis hier matin, il n'y a pas beaucoup de diversité du genre. Bon. Bon, alors Luc, je vais pas la faire, ça fait 23 ans que je le connais, alors je ne veux pas dire vous juste sur la scène, parce que ça fait 23 ans qu'on se tutoie. C'était avec un premier groupe d'ailleurs de DRH que j'emmenais dans le cadre d'un Executive Master à HEC, il nous a quand même reçu 15 années de suite, hein, quasiment. C'est vous dire si c'est quelqu'un de fiable. Alors, tu es franco-américain, tu es né à Toulouse, quand même tu revendiques ton origine toulousaine, hein, ça c'est vrai. Spécialisé évidemment dans l'intelligence artificielle,
DEA de mathématiques à l'Université Pierre et Marie Curie, doctorat en informatique à l'École nationale supérieure des télécoms Paris. Tu as débuté ta carrière en 1994 chez SRI International à Stanford. Tu ne nous parleras pas des démêlés avec le CNRS, je pense, hein, où tu crées le Computer Human Interaction Center. Il participe au lancement de Nuance Communication. Et pour ceux qui le connaissent, c'est une des meilleures solutions de traduction automatique. Alors évidemment, maintenant, excuse-moi, de speech to text, voilà, hein, c'est ça. Alors peut-être que les IA génératives, tu vas nous en parler, sont en train de révolutionner. Ensuite, tu as déposé évidemment ce pourquoi tu es très connu, c'est le brevet avec un ami sur Siri, hein, qui deviendra et tu présentes en 99 The Assistant. Ensuite, tu deviens directeur technique en 2010 chez Hewlett-Packard, puis rejoins Apple en 2011, je crois, sauf erreur, le jour de la mort de Steve Jobs. Hein, c'est bien ça. Et pour diriger des équipes de développement de Siri. Et en 2012, tu rejoins le Samsung comme Senior Vice President pour la recherche. En 2019, évidemment, vous voyez le livre qui a été publié en janvier 2019, L'IA n'existe pas. C'est le petit, puisqu'il était en version. Et tu as quitté donc Samsung pour rejoindre aujourd'hui Renault, dont tu es le directeur scientifique. Et last but not the least, j'étais à cette cérémonie en 2020, tu as reçu la Légion d'honneur des mains du secrétaire d'État chargé du numérique. Voilà, c'est à peu près complet ? Ça va, on peut passer à la suite. Alors, on a convenu de te laisser la parole pour une dizaine de minutes au début pour nous parler un peu de ce qu'est vraiment l'IA. Hein, ton expérience est très longue. Tu es sans doute l'un des meilleurs spécialistes français de l'intelligence artificielle. Et puis, on va jouer le jeu des questions-réponses avec mon compère. Et puis, vous aurez la parole, évidemment, parce que je veux dire, c'est surtout très important de vous écouter. Luc, une dizaine de minutes, c'est bon ? Allez, 10 minutes sur ce que c'est pas, parce que l'IA n'existe pas. Hein, donc, si vous pouvez partir si vous pensiez qu'on allait parler d'IA et qu'on allait dire que c'était un truc qui allait nous tuer ou nous remplacer. Ça fera ni l'un ni l'autre. L'IA n'existe pas. En fait, c'est évidemment celle qui n'existe pas, c'est l'IA dont on nous rebat les oreilles depuis quelques temps, là, mais depuis en fait une vingtaine d'années. C'est cette IA qu'on fantasme, cette IA qui est ce que j'appelle l'IA de Hollywood. C'est celle-là qui n'existe pas. Hein. Par définition, l'IA de Hollywood, c'est la science-fiction. C'est le film Terminator, c'est le film Her, donc celui qui fait peur, celui qui fait envie, peut-être. Je ne sais pas si ça fait envie d'avoir une IA dont on tombe amoureux. Je ne vous conseille pas, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, voilà, c'est ces IA-là qui n'existent pas. Et d'ailleurs, je ne vais plus parler d'une IA, je vais parler des IA. Je vais commencer par vous donner une définition de l'IA, donc qui n'existe pas. La définition de l'IA, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils très, très différents. C'est pour ça que je vais parler des IA à partir de maintenant. Parce que c'est comme dans une boîte à outils, il y a le marteau, il y a le tournevis, il y a la scie. Des outils très, très spécialisés qui font quelque chose de très spécial, de très spécifique, et qui le fait évidemment mieux que nous. Hein. Sinon, l'outil ne sert à rien. Donc, les choses pour lesquelles on va définir ces IA, pour lesquelles on va créer ces IA, ces IA vont le faire mieux que nous. Comme le marteau plante le clou mieux que nous, les IA elles font la chose pour lesquelles elles ont été définies mieux que nous. Mais on va faire un tout petit peu d'histoire d'abord, on va savoir d'où ça vient, parce que contrairement à ce qu'on croit, surtout en ce moment, ça ne date pas de l'année dernière. L'IA, le terme IA, intelligence artificielle, a été donné en 1956 par des scientifiques très intelligents, eux, qui étaient à l'université de Dartmouth aux États-Unis, et ils ont décidé d'appeler ce truc sur lequel ils travaillaient, qui était des mathématiques, hein, une modélisation mathématique du neurone. Ils ont décidé d'appeler ça intelligence artificielle parce qu'ils ont fait quelque chose de pas très bien. Ils ont fait un raisonnement qui était un peu trop rapide, qui disait si on peut modéliser mathématiquement un neurone, on peut modéliser mathématiquement un réseau de neurones. Si j'ai un réseau de neurones, j'ai un cerveau. Si j'ai un cerveau, j'ai de l'intelligence. Alors c'est stupide comme raisonnement, mais malheureusement, c'est celui qu'ils ont eu. Et ils ont
d'une manière erronée, appelé ça intelligence artificielle, alors que, je vais vous montrer aujourd'hui, il n'y a strictement rien d'intelligent dans ces intelligences artificielles. Donc on n'aurait jamais dû appeler ça comme ça, mais bon, depuis 67 ans maintenant, on appelle ça intelligence artificielle, donc c'est resté dans les mœurs. Il y a eu d'autres noms qui sont beaucoup plus pertinents dans les années qui ont suivi. Dans les années 60, on a appelé certaines intelligences artificielles des systèmes experts. Ça, c'était pas mal, c'était de la logique, ça marchait assez bien. Et le nom était bon. Après ça, on a appelé du machine learning. On a appelé ça du machine learning dans les années 80-90. Machine learning, c'était un bon nom aussi, parce que c'est exactement ce qu'on fait. On apprend aux machines des choses très, très spécifiques qu'elles recrachent d'une manière un peu stupide. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Machine learning, deep learning, IA générative aujourd'hui. Tout ça, c'est un peu la même chose. C'est des IA qui sont des IA statistiques. C'est-à-dire que c'est basé sur des données, beaucoup, beaucoup de données, de plus en plus de données. Donc voilà, on n'a pas dû appeler ça comme ça, mais c'est comme ça maintenant. Donc on ne peut pas changer le nom. Mais si on réfléchit bien, en fait, ça fait des centaines d'années, peut-être même des milliers d'années, qu'on essaye de créer des machines qui sont des machines qui font des trucs qui ont l'air intelligents. D'accord ? Et étant donné que je suis toulousain, franchouillard de base, je fais remonter, moi, ces intelligences artificielles à 1642. Qu'est-ce qui s'est passé en 1642 ? Pascal, notre philosophe mathématicien français, a inventé ce qui s'appelait la pascaline. La pascaline, je vous conseille de chercher ça sur Wikipédia, c'est rigolo. C'est un truc qui vraiment est la première machine à calculer. D'accord. Alors bon, les Chinois vont nous dire que c'est le boulier, évidemment, mais bon, nous, on va rester franchouillards. Et donc, la pascaline, c'est la première machine à calculer qui faisait des additions et soustractions beaucoup plus rapidement que nous. Donc, c'était un outil qui avait l'air intelligent, parce que faire une addition ou une soustraction, c'est intelligent. Voilà, vous êtes en train de vous dire, c'est quand même un peu con de faire une addition ou une soustraction, c'est pas si intelligent que ça, mais si je vous demande combien fait 1854 plus 489, et voilà, donc ça ne doit pas être complètement con quand même le truc. Donc bon, mais c'était quand même très spécialisé dans l'addition et dans la soustraction. C'est-à-dire que si vous lui demandez de faire autre chose, il ne sait pas. Okay, et c'est ça les IA. Si vous demandez de faire quoi que ce soit d'autre que ce pourquoi elles ont été fabriquées, elles ne savent pas le faire. Et c'est pareil pour les nouvelles, là, celles dont vous avez peur en ce moment, là, ChatGPT, Midjourney, tous les machins que vous entendez sur les IA génératives, c'est pareil. Il va se calmer un tout petit peu, je pense qu'on va se calmer aujourd'hui, et on va se rendre compte que ça va aller, ça va bien se passer. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même basé sur des données, comme je dis, les nouvelles IA, celles qui datent des années 80-90, c'est ce que j'appelle moi les nouvelles IA, parce que dans les années 60, en 56, quand ils ont créé cette IA, cette première IA qui était censée faire des trucs super intelligents, là, la modélisation du neurone, ils ont échoué. C'est-à-dire qu'ils ont complètement échoué. Ça n'a pas marché du tout. On est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. Un hiver de l'IA, c'est quoi ? On nous a menti, on nous a promis des choses qui ne marchent pas. On ne donne plus de sous et la recherche s'arrête. Et donc, le domaine disparaît. En gros, c'est ce qui s'est passé entre 56 et 60. Ça a disparu. Et en 60 est arrivé ces nouvelles IA qui sont les systèmes experts dont je parlais tout à l'heure, qui sont des IA logiques. Ça a marché assez bien pendant une quarantaine d'années, jusqu'en 1997 où on a eu l'apothéose de l'IA logique, qui s'appelait Deep Blue de IBM, qui était la machine qui a battu le champion du monde Kasparov aux échecs. Super impressionnant, parce que évidemment, comme pour faire des additions et des soustractions, jouer aux échecs, c'est super intelligent. Donc, la machine bat Kasparov, c'est super, mais entre-temps, là, est arrivé en 94, 95, quelque chose d'autre qui s'appelle Internet. Et Internet, ça arrive avec quoi ? Ça arrive avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. D'accord ? Et les données, donc, ça va être ce qu'on va faire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire on va utiliser du big data pour faire des statistiques et pour arriver à faire des intelligences artificielles qui vont être encore plus impressionnantes que celles qu'on avait fait avant.
Une des premières intelligences artificielles qu'on ait fait dans les années 90, c'est un reconnaisseur de chats. Parce que c'est quand même super intelligent de reconnaître les chats aussi. Hein. Mais si on a fait un reconnaisseur de chats, c'est parce que sur Internet, ce fameux Internet des années 90, il y avait beaucoup d'images de chats. Toujours aujourd'hui, hein, il y a plein de gens qui postent des chats. Mais à l'époque, déjà, on postait des chats, mais c'était intéressant parce qu'on postait des images de chats avec l'annotation de dire c'est mon minou, c'est mon cato, c'est mon petit chaton, gna gna gna. Donc, c'était une base de données annotée de chats. Et c'est super important de savoir de quoi on parle. Donc, on avait l'image du chat et on avait le fait que c'était un chat. D'accord ? Et avec seulement 100 000 images de chats, on pouvait créer un reconnaisseur de chats qui reconnaissait les chats à 98%. Waouh! Ça, c'est impressionnant. Hein. Je veux dire, un truc... 100 000 images de chats, on reconnaît les chats à 98%. Alors, c'est impressionnant jusqu'à ce que vous vous demandiez ce que nous, humains, on fait et de combien de chats on a besoin pour reconnaître les chats. Alors, je peux vous dire, c'est pas 100 000 déjà. Hein. Ma fille de 2 ans, les psychologues m'ont assuré qu'il lui fallait à peu près 2 images de chats pour reconnaître les chats à 100%. D'accord ? Donc là, on crée des machines quand même un peu bizarres parce qu'elles n'ont quand même strictement rien à voir avec nous. Elles n'ont strictement rien à voir avec notre intelligence. Elles n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau. D'accord ? 100 000 images de chat, 98%. 2 images de ça, 100%. Et les 2% qui restent, là, en fait, vous savez ce que c'est ? C'est les chats dans la pénombre. C'est les chats la nuit. Ma fille les reconnaît. L'intelligence artificielle ne peut pas. Vous savez pourquoi ? Parce que personne n'a posté d'image de chat à la nuit. Ça ne sert à rien. Je veux dire, si je veux montrer mon chat, je veux quand même qu'il soit dans le jour, quoi. Et donc, du coup, puisque ce n'est pas dans la base de données, ça n'existe pas. Okay. Ces intelligences artificielles, elles n'inventent rien. Elles ne peuvent pas extrapoler, elles ne peuvent pas faire des choses que nous, on fait très très bien. Nous, on invente, on crée. Les IA génératives dont on parle aujourd'hui, là, on ne s'est pas trompé de nom. On a appelé ça IA générative parce que ça génère. Ça génère à partir de bases de données qui sont énormes. Hein. ChatGPT, c'est 2000 milliards de données. Là, on ne parle plus de 100 000 images de chats. 2000 milliards de données. Okay, c'est beaucoup. Hein. 2000 milliards, ça commence à faire beaucoup. C'est Internet, si vous voulez. Ouais, c'est Internet en entier. Donc ça fait beaucoup. Mais bon, ces IA génératives, là, on ne s'est pas trompé de nom parce qu'on a bien appelé ça IA générative et on n'a pas appelé ça IA créative. Parce que si on avait appelé ça IA créative, d'abord j'étais obligé de réécrire un bouquin qui s'appellerait l'IA créative n'existe pas. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on comprend bien que justement ces IA, elles ne créent absolument rien. Et donc quand on fantasme, hein, et surtout les journalistes, quand ils fantasment sur le fait que ces IA vont nous remplacer, vont les remplacer aussi, ben en fait, il n'y a aucune chance. Parce que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Si vous avez utilisé ChatGPT ou Midjourney ou n'importe laquelle de ces IA génératives, vous avez vu que tout se passe à travers un prompt. Vous tapez dans le prompt du langage naturel, hein, vous tapez quelque chose que vous avez envie et puis, de dire, et puis ça vous renvoie quelque chose. Et la créativité, elle est dans ce prompt. Elle est là, la créativité. C'est la façon dont vous allez adresser l'IA qui va faire réagir l'IA et qui va la faire générer ce que vous lui demandez. Moi, je ne sais pas dessiner. Si je prends Midjourney, qui est une de ces IA génératives qui dessine, enfin qui crée, qui génère des dessins, pardon, je vais taper quelque chose comme dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel, d'accord ? Et ça va me générer des vaches vertes sur la tour Eiffel. Mais l'idée même, un peu stupide, de la vache verte sur la tour Eiffel, c'est moi qui l'ai eue. C'est ma créativité. Okay ? Et donc, que ce soit dans vos domaines, que ce soit dans n'importe quel domaine où on a peur d'être remplacé, en fait, il faut comprendre que cet outil, c'est juste un outil qui va nous augmenter. L'intelligence artificielle, l'IA, c'est pas autre chose que l'intelligence augmentée. C'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils. D'accord ? Donc, il faut s'habituer, il faut le comprendre. Il y a des grosses bêtises, on va certainement en parler, qui peuvent être faites avec ces outils. Moi, quand j'utilise un marteau, je peux faire des grosses bêtises et taper sur la tête de Charles-Henri. D'accord ? C'est pas fait pour ça, le marteau. Mais je peux. D'accord ? Les IA génératives, c'est la même chose.
Il y a plein de choses pour lesquelles on peut utiliser qui ne sont pas faites pour, mais on peut. Et donc c'est qu'à un moment, on décide collectivement, une fois qu'on a compris, et pas complètement aléatoirement, une fois qu'on a compris, on décide de réguler, on décide de faire en sorte d'utiliser ces IA correctement, ces outils correctement. Mais c'est à nous de décider, une fois qu'on a compris. Et aujourd'hui, donc, on va essayer de comprendre encore un peu plus. Merci Luc pour cette introduction historique. Bravo, parce que ça permet de mettre les choses en perspective. Alors, je vais poser la première question, parce que, évidemment, après, c'est mon compère qui pose les questions suivantes. Hier, il y a eu une journée, enfin une session, tu sais que ce congrès, tu as une session plénière, d'ailleurs celle d'hier, c'était celle de l'émotion, on va dire. Et puis après, il y a eu des sessions un peu plus spécialisées. Il y en avait une sur les IA génératives. Ma collègue qui est devant moi, Cécile, a fait une superbe introduction, dont j'ai vu qu'une partie malheureusement. Et puis après, il y a eu Paul Courteau, qui est le patron de Neobrain, je ne sais pas s'il est là, Paul. En tout cas, il a sorti un petit bouquin. Et dans le petit bouquin, on voit l'impact sur l'emploi, si tu veux. Tu vois. Alors, évidemment, il y a toutes les études qui sont sorties depuis mars 2023. Vous avez eu Goldman Sachs, vous avez eu le BCG, vous avez eu McKinsey, etc. Qu'est-ce que tu peux vraiment nous dire? Alors, je parle vraiment des IA génératives. Quelle est, à ton avis, ta vision de ce que ça va changer en termes d'emploi? Puis après, avec une question suivante, ça sera plus sur les aspects RH. Mais sur les emplois en général, qu'est-ce qui quand même nous menace potentiellement? Quels sont les emplois qui sont peut-être un peu questionnés? Puis voilà, c'est un peu sur les emplois en général, puis après on fera le focus sur les... Ouais. Alors déjà, il ne faut pas dire que ça nous menace. D'accord. On va commencer par se calmer un tout petit peu, respirer, et puis regarder ce que c'est vraiment. Donc, ça ne nous menace pas, ça nous menace si on a envie que ça nous menace. D'accord. Alors, on va récapituler déjà les études dont tu parles. Là, moi, elles me font bien marrer. Celles du BCG, celles de Goldman Sachs, McKinsey, etc. Parce que vous remplacez IA générative par Internet, et vous retournez en 2000, et vous avez les mêmes études. D'accord. Internet va nous tuer, d'accord. Internet va nous remplacer. Voilà. Vous prenez les mêmes, je suis sûr, s'ils avaient existé en 1820, quand l'Encyclopédie Universalis est sortie, ça redit la même chose. Okay. Bon, bref. Donc, ces études alarmistes qui sont basées sur juste on ne sait pas quoi, d'accord, parce qu'on n'en sait rien, d'accord. Il faut se calmer un tout petit peu. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça ne va pas changer les trucs. Évidemment que ça va changer les trucs. Évidemment que ces outils sont puissants. Quand le marteau est arrivé, il a changé les trucs, d'accord. Il a fait en sorte que on plante des clous beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement que ce qu'on faisait avant. Donc évidemment, ces outils sont puissants. Évidemment, ils vont nous permettre de faire des choses mieux, plus vite, mais pas forcément avec moins de gens, d'accord. Donc ce qu'il faut, on va prendre 2-3 exemples, d'accord. Et je vous parlais des journalistes tout à l'heure. Les journalistes, donc ils ont peur. Alors ils ont peur parce que... et puis ils font refléter ça dans les articles, ils publient, et donc du coup ils font peur à tout le monde. Mais en fait, quand je parle aux journalistes, et je peux citer aussi donc après d'autres métiers, les enseignants, les RH, enfin plein, les juristes, en fait tout le monde, on va en parler. Mais prenons les journalistes en particulier, parce que vous allez comprendre immédiatement. Ces IA génératives, elles vous permettent de générer tout et n'importe quoi. Et dans n'importe quoi, il y a n'importe quoi. D'accord ? C'est-à-dire que ça va potentiellement générer ce qu'on appelle des deepfakes, des fake news. D'accord ? C'est très très facile pour le commun des mortels de générer maintenant n'importe quoi. Et donc, quand les journalistes ont peur et qu'ils disent ça va me remplacer parce que ça va générer des articles, ça va générer des trucs, ça va générer des machins que moi je ferai tous les jours, oui, ça va les aider à générer des trucs qu'ils feraient tous les jours, mais eux, si tout va bien, ils font du journalisme. C'est-à-dire qu'ils sont censés faire des choses qui nous apportent des vraies news, pas des fake news. Et donc du coup, non seulement ils vont continuer à faire ce métier-là en s'aidant ou pas de ces outils, mais en plus de ça, ils vont avoir beaucoup plus de boulot maintenant parce qu'il va falloir qu'ils aillent débunker les fake news. Il va falloir aller chercher les trucs qui sont faux et pourquoi c'est faux, le prouver. Ça va être super compliqué parce que c'est super facile de créer ces deepfakes. Et donc, du coup, non seulement il va falloir qu'ils fassent ce qui est la quintessence même de leur métier, qui est censé être de l'investigation, mais en plus de ça, il va falloir qu'ils soient beaucoup plus pour le faire, parce que ça va être très, très compliqué. Donc,
là, enfin, je pense que c'est évident, enfin, j'espère que c'est évident pour vous, mais quand je leur dis ça, ils commencent à se relaxer un tout petit peu déjà. Et puis l'article suivant qu'ils écrivent, en général, est beaucoup plus relax. Et donc, du coup, on comprend que ces outils nous permettent en fait de faire mieux notre travail, d'extraire la quintessence même de ce qu'on est censé faire, de l'humanité de notre métier. Parce que ces IA ne sont absolument pas humaines. Elles n'ont absolument aucune créativité, comme je disais tout à l'heure, et aucune sensibilité réelle. Et donc, dans n'importe quel métier, maintenant, et je vais prendre un autre exemple qui est chez Renault, au début, quand on a amené ces IA génératives, ben, ça faisait peur, comme ça fait peur à tout le monde à cause de ce que j'ai dit juste avant. Mais donc, on a pris le métier de designer. On a dit aux designers, vous allez maintenant utiliser ces IA génératives. Ils disaient, non, 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 ça va me remplacer, je ne veux pas, machin. Alors je disais, mais les gars, vous êtes des créatifs. Si vous êtes des créatifs, en fait, vous allez utiliser ces outils qui vont vous permettre de générer encore plus de choses qui sortent de votre tête, comme ma vache verte sur la Tour Eiffel de tout à l'heure, et qui vont être en fait, qui vont vous permettre de choisir, d'être beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus d'options dans les choses que ça va générer. Ça va vous générer plein de trucs à partir du prompt que vous allez donner, et vous allez avoir des choix, et vous allez prendre ces choix et les réitérer et faire bouger la machine, et vous allez donc faire mieux. Ils commencent à utiliser le machin, et avant d'utiliser, alors ils ont tous peur. Une fois qu'ils commencent à utiliser, et là ils disent waouh, c'est vraiment super en fait, parce que ma créativité, la chose qui était la plus l'extrait de mon jus de cerveau, il est vraiment utilisé à fond en utilisant ces outils. Et en fait, on leur dit mais ouais, c'est exactement ce qui se passe, mais c'est exactement ce qui s'est passé il y a 25 ans, quand vous avez commencé à utiliser Photoshop. Vous faisiez quoi avant ? Vous étiez avec votre petite table à dessiner et votre crayon, et vous dessiniez des trucs, et quand vous aviez à faire une sphère parfaite avec la bonne illumination et tout ça, c'était un cauchemar. Avec Photoshop, vous faites une sphère parfaite avec la bonne illumination. Vous avez appris à utiliser Photoshop. Ça a mis un petit peu de temps. Vous allez apprendre à utiliser ces IA génératives. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais une fois que vous allez les maîtriser, une fois que vous allez maîtriser le prompt, là en l'occurrence, ben, ça va être absolument extraordinaire. Donc il faut répéter et répéter ça. Luc, pendant la préparation, tu nous disais aussi que par rapport, par exemple, à l'intensité des robots dans certaines entreprises, avait montré que les emplois avaient augmenté. Je fais référence à ça parce qu'il y a une analyse qui date de 2 jours, je crois, ou au niveau français sur le croisement entre l'équipement en IA générative et le fait que le taux d'emploi augmente dans les entreprises qui s'en équipent. Ça allait dans ton sens, puisque c'était ce que tu nous avais dit dans la préparation. Et là, pour revenir au sujet que Charles-Henri souhaitait que je traite, c'était dans le domaine de la fonction RH, ce qui change peut-être par rapport à ses utilisations pour des designers, etc., c'est qu'on touche au domaine sensible de trajectoire professionnelle, par exemple, en matière de recrutement, de promotion, etc. Donc, dans l'usage de ces IA qu'on peut faire, comment toi tu vois le fait qu'on puisse contrôler que ça reste une aide à la décision et sous la pression du quotidien, que ça ne devienne pas une décision en soi, quoi, en fait, finalement. Ben, c'est notre choix. C'est à nous. Vous avez été confrontés il y a une petite vingtaine d'années, 15 ans, vous avez été confrontés déjà à ces IA, les premières IA de l'époque, qui vous permettaient de trier les CV. Pour les RH qui étaient dans les grandes entreprises, c'était super facile, c'était super bien. On prenait ce machin, ça triait, et puis ça nous mettait en haut de la pile ceux qui étaient censés être le mieux pour correspondre au poste qu'on cherchait. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des biais. Et vous vous êtes rendu compte que bon, c'était une aide à la décision, mais qu'il fallait faire un petit peu attention parce que les modèles sont des modèles qui ont des biais. Parce que, vous savez, les data, les données qu'on utilise pour faire tous ces modèles, et c'était vrai il y a 20 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui, ces modèles, ces data ont plein d'erreurs. D'accord ? Je vous ai dit tout à l'heure, ChatGPT, c'est basé sur Internet. Globalement, c'est autant de data que tout Internet. Et je pense que vous savez que sur Internet, il n'y a pas que des trucs vrais. Je pense que vous l'avez appris depuis quelque temps. Et donc, ces IA génératives, elles vont vous sortir des trucs de temps en temps qui sont faux. Et en fait, on a même un chiffre qui donne la pertinence des IA génératives.
les IA génératives de ChatGPT en l'occurrence, ChatGPT 3.5, celui qui est sorti l'année dernière, en novembre 2022. La pertinence de ChatGPT 3.5, c'est 64%. Ça veut dire qu'il y a 36% du temps, ça vous dit quelque chose de faux. D'accord ? Mais il faut le savoir. Ça peut vous aider à réfléchir, ça peut vous aider à trouver des petits trucs, mais il faut que vous alliez après mettre votre jus de cerveau dont je parlais tout à l'heure pour aller investiguer, pour être sûr qu'il ne vous sort pas n'importe quoi. Avant de répondre complètement à ta question, je vais faire une petite digression sur les juristes. En avril 2023, il y a un avocat très intelligent qui s'est dit, ou très feignant, je ne sais pas, qui s'est dit je vais faire écrire ma plaidoirie par ChatGPT, parce que c'est demain le truc, et là, j'ai pas le temps. Donc, il a rentré le cas dans ChatGPT, il a dit, le gars, il a assassiné 3 mecs, machin, blablabla, qu'est-ce que je fais ? Et ChatGPT lui a sorti une plaidoirie extraordinaire, super belle, très jolie, avec les jurisprudences, avec tout. Super. Il a envoyé ça au juge. 2 jours plus tard, le juge lui a envoyé un petit mot, et lui a dit, c'est super, c'était vraiment une super belle plaidoirie. Il y a un seul petit problème, toutes les jurisprudences qui sont dedans sont fausses. Elles n'existent pas. Alors oui, il y a un numéro de cas, il y a des juges ou des gens qui sont des vrais gens, mais tout est faux. Ça n'existe pas. Alors, ouais, c'était une bonne idée d'écrire sa plaidoirie avec ça, mais il aurait pu vérifier un tout petit peu ses références. Et aujourd'hui, il n'est plus avocat, d'ailleurs. Donc, il faut faire attention, parce qu'effectivement, ça aide de temps en temps, ça peut inspirer, mais c'est comme ça qu'il faut prendre ces outils. Ce sont des outils d'inspiration. Il faut faire super attention avec, parce que quand ça vous crache 36% de caca, ben c'est 36% de caca. D'accord ? Donc du coup, pour vous, c'est pareil, et vous vous êtes habitué à ces outils de tri qu'on vous avait donnés dans les années 90, 2000. Vous êtes habitué à faire un peu attention, parce qu'il y avait des biais en général sur la race, sur le sexe, sur des choses, sur l'âge. Donc, mais ça, vous vous êtes habitué, et vous avez plus ou moins ou jeté l'outil, ou vous l'avez utilisé d'une manière juste d'inspiration. Ben là, c'est pareil pour les IA génératives. Il va falloir utiliser l'outil d'une manière en sachant quels sont les biais possibles de ces IA. Et en fait, il y avait une étude qui est sortie début août 2023, donc très récente, par une unité de recherche de Stanford et de Berkeley, qui essayait de regarder la performance de ChatGPT 3.5 et 4.0 et montrer une dégradation de la performance entre mars et juin. L'hypothèse qui était faite sur les nombres entiers, donc c'était un truc très objectif. L'hypothèse qui était faite, et quand j'en ai parlé, tu m'as dit oui, l'hypothèse est plutôt bonne, c'est que quand ChatGPT donne un résultat, ce résultat devient une donnée. Donc si la donnée est dégradée, ça veut dire qu'on dégrade encore plus le système. Et on avait parlé d'hallucination. Je ne sais pas si tout le monde sait que ChatGPT ou les intelligences génératives fabriquent des hallucinations, mais tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est. Donc d'abord, effectivement, je parlais de 36% de caca. Quand vous allez utiliser le caca pour qui devient de la donnée, eh ben, ça vous fait encore plus de caca. Donc statistiquement, on peut arriver, si on continue comme ça, aujourd'hui on est à 36%, mais ChatGPT 20, ça va être 90% de caca. D'accord ? Parce que c'est beaucoup plus rapide de créer des données, de générer des données avec les intelligences artificielles que nous, pour les générer. Donc effectivement, ces IA génératives, elles ont plusieurs biais et plusieurs stratégies. Elles doivent vous donner une réponse. Et elles doivent vous faire plaisir. D'accord ? Alors, elles vous faire plaisir comment ? C'est-à-dire qu'elles vont être à peu près toujours d'accord avec vous. Vous allez pouvoir driver le type de réponse dans le prompt lui-même. Dans le prompt, quand vous allez taper quelque chose, vous allez déjà plus ou moins donner la réponse dans la question. D'accord ? C'est possible de faire ça. Et je vais revenir là-dessus. Mais effectivement, si toutefois, dans les milliards de données dont je parlais tout à l'heure, si toutefois il n'y a pas la réponse, et c'est pas exactement comme ça que ça marche, c'est-à-dire que ça ne vous donne pas, ça va pas chercher dans la base de données la réponse exacte, d'accord ? Ça va faire une sorte de moyenne des réponses possibles, et ça va vous sortir quelque chose. C'est pour ça que ça ne vous sort pas toujours la même réponse, d'ailleurs. D'accord ? Par exemple, si vous demandez est-ce que tu peux me prouver que la Terre est plate ?
Des fois, il va vous dire que la Terre est plate parce qu'il y a plein de sites platistes qui existent et ça va faire la moyenne de ça et ça va vous sortir ça. Et des fois, il va vous dire, ben non, la Terre n'est pas plate parce que il y a plein de sites qui ne sont pas platistes. D'accord ? Donc, il va aussi faire la moyenne de ces trucs-là. Et c'est pour ça aussi qu'il sort des références souvent qui sont fausses. Par exemple, si vous avez une page Wikipédia à votre nom et que vous demandez votre bio à ChatGPT, il ne va pas aller chercher la page Wikipédia, qui elle certainement est juste. D'accord ? Il ne va pas aller chercher ça. Il va aller chercher des trucs ailleurs. Et moi, quand je fais ça avec ma bio, toutes les dates sont fausses. Quand je demande à ChatGPT. Absolument toutes les dates sont fausses. J'ai fait des écoles que j'ai pas fait. Enfin, ça invente des trucs. Ça fait une moyenne. Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est pas aller prendre Wikipédia. Ça aurait dû, parce que c'est bon, mais ça l'a pas fait. Bref, tout ça pour dire que ça fait un peu n'importe quoi comme ça. Et puis, des fois, donc, quand il n'a pas la réponse, parce que vous posez une question qui est comme bizarre, vous venez d'inventer un truc, machin, il n'a pas la réponse, et il va halluciner. Effectivement. Donc il va vous donner une réponse, c'est un peu ce qu'il a fait avec notre ami avocat de tout à l'heure. Il a halluciné les jurisprudences. D'accord ? Et donc il va vous donner des réponses qui n'existent pas, enfin bon, qui n'ont strictement rien à voir avec la réalité. Donc il faut faire super attention entre les erreurs, qui sont les erreurs factuelles, et les hallucinations. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc il faut faire super gaffe. Et donc là, ce qu'on se disait, c'était que la régulation devenait un facteur extrêmement important. Et tu citais même Google, ce qui était très étonnant pour moi, que Google, sur sa propre base de données sur lesquelles ces IA génératives fonctionnent, est en train de taguer en fait toutes les données qui sont pas bonnes en fait pour éviter que ça soit repris par. Alors, ils taguent en fait tout ce qui est généré. C'est-à-dire que tout ce qui est maintenant généré par leurs IA, ils le taguent pour dire attention, peut-être qu'il ne faut pas que j'utilise ça dans mes prochaines IA génératives. Et donc ils le taguent, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas utilisé, mais ça veut dire juste regarde, vérifie. Donc il y a un humain quelque part dans la loupe, en général quelque part en Afrique, parce que ça coûte moins cher, qui va aller regarder le truc, qui va dire oui c'est vrai, c'est pas vrai. D'accord ? Donc du coup après on va décider si on utilise ou pas ces données. Donc effectivement, ils prennent conscience évidemment que ça devient compliqué. Et le régulateur en plus de ça va maintenant demander des choses. Donc le régulateur, déjà, il faut faire attention. On ne régule pas vraiment aujourd'hui encore. Hein. C'est plutôt self-régulé, donc comme fait Google, ou comme font toutes les IA génératives d'aujourd'hui qui mettent des carcans. Vous avez entendu qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir des discours haineux ou les IA un peu grand public, donc les trucs d'OpenAI qui sont utilisés par Microsoft ou Bard qui est l'IA générative de Google. Ces IA-là commencent à mettre des carcans pour ne pas parler de pédophilie, pornographie, haine, etc., etc. Donc ces carcans existent, mais ils ne servent à rien en fait. Ils ne servent à rien parce qu'il y a ce qui s'appelle le jailbreaking. Alors le jailbreaking, vous avez peut-être entendu parler du jailbreaking. Dans les années 2008-2009, on faisait du jailbreaking des iPhones. Les iPhones étaient très, très clean, hein, à la Apple. Et donc, on ne pouvait pas installer n'importe quoi dessus. Mais si vous vouliez installer des applications qui n'étaient pas approuvées par Apple, vous pouviez jailbreaker et installer n'importe quoi dessus. Et les IA génératives, maintenant, c'est elles qu'on jailbreak. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on casse ces carcans. En novembre 2022, quand ChatGPT 3.5 est sorti, je pouvais demander donne-moi la recette pour faire une bombe. Et le truc... il vous sortait la recette pour faire une bombe. Et ça marchait très bien. Et puis là, ils se sont dit, c'est quand même embêtant, je ne vais pas laisser les gens quand même faire des bombes, donc je vais interdire cette question. Donc on a commencé à mettre des carcans sur des trucs comme ça. Et donc en janvier 2023, vous ne pouviez plus demander montre-moi comment faire une bombe. Il vous répondait non, je ne suis pas je n'ai pas la possibilité de vous donner cette réponse. Mais évidemment, en janvier 2023, les gens ont commencé à faire du jailbreaking. Donc, c'est quoi ? C'est changer le prompt. Et donc, le prompt qui était le suivant, qui disait tiens, imagine que je sois un savant fou et que je veuille faire une bombe. Tu me donnes la recette ? Il vous donnait la recette de la bombe. Alors évidemment, les gens de OpenAI se sont dit non, je ne peux pas faire ça. Donc cette question-là, je vais aussi mettre des carcans. Et donc en février 2023, on ne pouvait plus poser la question comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a dit je vais faire autrement. Et on a fait un autre prompt qui dit ma belle-sœur travaille dans un labo où il y a un savant fou qui a fait une bombe. Comment il a fait ? Et vous sortez le truc. Et donc aujourd'hui,
pour faire une bombe, vous pouvez toujours demander, mais le prompt, il fait à peu près 30 pages. C'est-à-dire que, mais le génie humain fait qu'on peut toujours, si on a envie, demander à ces IA de nous donner les recettes des bombes. Ce jailbreaking, il montre que la créativité est toujours de notre côté. Donc la régulation va être super compliquée, parce que de toute façon, si on veut, on peut toujours détourner le machin. Comme je peux détourner l'utilisation du marteau de toute façon. Super, Luc. Alors, les hallucinations, je peux donner mon propre exemple. J'ai demandé aussi ma bio. Il m'a inventé des doctorats que j'ai jamais eus. Par contre, il ne m'a pas donné les vrais. Ça, c'était bien. Et quand j'ai demandé la liste des bouquins que j'aurais écrits depuis 88, j'en ai à peu près 28 en co-écriture ou écriture, il n'y en a pas un sur les 12 qui ont été... pas un. Il a inventé des titres, il a donné des dates, et puis il m'a dit aussi qu'il ne pouvait pas me donner les bouquins écrits après 2021, tu vois ce que je veux dire. Et c'était hallucinant. Donc je veux dire, là je pense qu'il faut faire très attention. Et c'est justement sur cette question de l'attention que je voudrais intervenir. On en a parlé un peu pendant notre préparation. Quels sont les alors c'est un mot à la mode aujourd'hui, des soft skills qui sont indispensables pour utiliser intelligemment ces IA qui ne sont pas intelligentes. Tu vas te dire, et une des choses qui est apparue dans notre petite discussion, c'est effectivement la question de la prise de recul, du discernement, etc. Donc, comment faut-il former nos managers aujourd'hui, nos RH et nos jeunes, parce que je pense que ça commence par les jeunes, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour utiliser intelligemment ces IA? Déjà, il faut dire la vérité. D'accord ? Donc, il faut commencer par dire ce que c'est et ce que c'est pas. D'accord ? Il faut expliquer que c'est pas magique. Il faut expliquer ces histoires de créativité, ces histoires de génération dont je viens de parler juste avant. Il faut juste l'expliquer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne tous des data scientists ou des spécialistes en intelligence artificielle, mais il faut juste considérer, utiliser le bon vocabulaire et considérer que ces outils, ce sont des outils. D'accord ? Alors, ce sont des outils puissants qui peuvent faire plein de trucs, mais qui peuvent faire plein de trucs aussi mal. D'accord ? Et donc, du coup, les soft skills à travailler, ça va être ce que nous, en France, on fait très bien. Hein, depuis le siècle des Lumières, on doute. Et le doute, c'est bien. Je veux dire, c'est pas parce qu'un truc nous balance un machin qu'il faut le croire. D'accord ? Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut douter sur tout, hein, même si on aime vraiment bien faire ça en France. Mais il faut se dire que cet outil-là, il a un potentiel d'erreur important. D'accord ? 33%, 36% d'erreurs, c'est quand même beaucoup. Hein. Si vous avez un collaborateur qui vous pond 36% de caca, vous le virez, quoi. Enfin, moi, je le vire en tout cas. Mais voilà, quoi. Donc, il faut juste faire attention, comprendre ça, mais comprendre aussi les potentiels de ce que ça donne quand l'outil est utilisé correctement. Alors, ça veut dire quoi, utiliser l'outil correctement ? Ça dépend. Ça dépend de la façon dont vous l'utilisez, ça dépend dans quel contexte vous l'utilisez. Donc, il faut juste s'adapter, adapter son utilisation en fonction des capacités, des qualités qu'on connaît de l'outil. Donc, première chose à faire, c'est connaître l'outil et vraiment l'étudier correctement sans avoir, encore une fois, à le faire trop scientifiquement, on va dire, mais d'une manière pratique. Un truc... qui est important dans cette utilisation des outils, c'est de s'entraîner avec. Et il faut les maîtriser. Et donc la bonne chose, c'est que la maîtrise de l'outil ici est beaucoup plus simple que quelques outils précédents. Quand on parle du prompt, donc vous savez, le truc dans lequel on écrit les phrases qui nous permettent de générer des choses, le prompt, en fait, c'est la user interface, c'est la UX, c'est l'interface utilisateur que vous avez maintenant pour ça. Mais en fait, c'est plus une interface utilisateur. Parce que tout le monde peut accéder. Tout le monde peut accéder à ce prompt et taper des trucs dedans. D'accord ? Donc on arrive à un outil aujourd'hui qui n'a plus de barrière d'utilisation. D'accord ? Tout le monde peut utiliser. Mais du coup, il y a un apprentissage de la connaissance de l'outil et de ses limites. Alors, c'est plus maintenant dans l'interface. Avant, il fallait utiliser une souris, utiliser machin, c'était compliqué, tout ça. C'était pas à la portée de tout le monde d'utiliser les interfaces. Aujourd'hui, il n'y a plus d'interface. C'est une interface transparente. Mais comme il n'y a plus d'interface, on peut passer le temps à apprendre quelles sont les entrailles de l'outil pour comprendre comment l'utiliser correctement.
Il y a juste un aspect qu'on n'a pas abordé, puis je te laisse poser la dernière question, qui est en jaune. C'est quand je t'ai rencontré il y a presque un an, quand on a commencé à parler des IA génératives, il m'a sorti la même phrase. C'est-à-dire, grosso modo, ce qui est important, je rappelle le premier verre de bière autour duquel on a discuté des IA génératives, et il me dit, les IA génératives, c'est intéressant parce que c'est pas créatif. Et puis, quelques mois plus tard, sous une pluie battante, on s'est retrouvé au coin du boulevard Saint-Germain, et je lui dis, alors, où en sont les IA génératives? Quelques mois d'apprentissage. Et il me fait cette courbe-là, ce dessin. J'ai dit, tiens, c'est marrant, tu me dis que ça monte, et puis j'ai l'impression que ça descend. Et il y a un enjeu qu'on a un tout petit peu abordé quand on a parlé de régulation, c'est qu'il y a quand même un problème. Tu as dit qu'aux États-Unis, ça montait. Je ne sais pas où en est cette question du copyright. Alors d'abord, je vais juste commenter, c'est la courbe de Gardner. Hein. Donc le hype, donc, au mois de janvier-février, on était là, hein, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Donc c'est quand même beaucoup. Donc on est monté. Alors Gardner a sorti la courbe officielle au mois d'août. Parce que malheureusement, Gardner ne sort qu'une courbe par an. Et donc c'était là-haut, l'IA générative. Mais la réalité, c'est que effectivement, après janvier-février, c'est déjà redescendu et remonté. Alors vous savez, les courbes de Gardner, ça monte, ça descend, et puis ça remonte pour l'utilisation dans les entreprises, en gros, pour l'utilisation réelle. Et donc, cette courbe, d'habitude, enfin, à partir du moment où c'est dans le hype complètement en haut, d'habitude, ça met 2 à 3 ans pour redescendre et rebondir pour une utilisation dans les entreprises. Là, les IA génératives, à cause de ce que je viens de vous dire juste avant, qui fait que c'est super facile à utiliser, qu'il n'y a plus d'interface, c'est déjà redescendu parce qu'on s'est aperçu finalement que c'était pas terrible. On s'est amusé un peu avant avec, et puis bon, on s'est aperçu que les utilisations étaient quand même limitées pour nous individuels. Mais ça a déjà rebondi et c'est déjà utilisé dans les entreprises, comme je disais, par exemple, nous, avec nos designers et avec d'ailleurs toutes les fonctions support. Hein, toutes les fonctions support utilisent aujourd'hui des IA génératives chez nous. Et de ce cycle qui d'habitude prend 2-3 ans, là, ça a pris 2-3 mois. D'accord ? Donc c'était super, super important. Maintenant, si c'est descendu comme ça, effectivement, c'est parce que non seulement on s'est aperçu que ce n'était pas exactement des trucs qui étaient géniaux, parce que ça faisait ces 36% d'erreurs, etc., et les hallucinations et tout ça. Mais en plus de ça, pour des utilisations, parce qu'il y avait déjà des utilisations qui étaient en entreprise, il y a plein de gens qui se sont fait dinged, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils se sont fait avoir, parce que quand vous créez quelque chose à travers, quand vous voulez créer quelque chose à travers ces outils, ces outils vous disent qu'effectivement le copyright fait en sorte que ça vous appartient, ce qui est généré. D'accord ? Et donc du coup, c'est vous qui êtes responsable de ce qui est généré. D'accord ? Et il se trouve que c'est pas clean la façon dont ces modèles ont été créés. D'accord ? Quand les modèles d'IA génératifs sont créés, comme quand vous avez 2000 milliards de données, elles sont peut-être pas toutes à vous, les données. D'accord ? Peut-être que vous en avez piqué un peu quelque part. Vous avez fait ce qu'on appelle scraping sur l'Internet. Vous avez peut-être piqué même carrément des trucs quelque part. Et malheureusement, OpenAI, qui n'a que le nom d'Open dans son nom, hein, parce que c'est complètement fermé, OpenAI a volé beaucoup de données. Il faut être quand même très clair. Hein. Sam Altman, quand vous l'entendez demander la régulation et tout ça, lui, c'est Pinocchio. Hein. C'est à peu près comme Elon Musk. Bref. Donc, ils ont piqué beaucoup de trucs. Et du coup, ce qui fait que dans la moyennisation dont je parlais tout à l'heure, là, quand ça moyennise les données, de temps en temps, ça ressort des trucs quand même qui ressemblent à quelque chose qui appartient à quelqu'un. Et pas forcément donc à OpenAI ou à Bard, etc. Et il y a beaucoup de procès qui ont commencé à être entamés à partir du mois d'avril 2023 contre les gens qui ont généré des trucs et qui ont utilisé ces trucs. Parce que ça ressemble beaucoup à quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est effectivement très, très embêtant parce que ça veut dire que ces IA génératives, on ne peut pas non seulement leur faire confiance, comme on disait, mais en plus de ça, ce qu'elles vont générer, ça va être potentiellement quelque chose qui va vous faire vous mettre dans en trouble. Contentieux, quoi. Ouais. Et donc, il y a des solutions aussi. Hein. On parlait de la solution de Google tout à l'heure qui marquait donc, pour eux utiliser eux-mêmes leurs IA ou pas. Ce qui est généré par leurs IA ou pas. Mais Adobe, par exemple, a aussi une solution qui est une solution très intéressante pour éviter, justement, pour vous dire, allez-y, utilisez Firefly, ça s'appelle dans Adobe Photoshop. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance parce que toutes les images qu'on a utilisées pour créer le modèle
qui va être utilisé dans Firefly, ce sont des images qui nous appartiennent. Et on est complètement en confiance à ça. On est sûr que c'est des images qui nous appartiennent. Donc on est sûr que ce qui va être moyenné, ça va être quelque chose qui va être unique, qui va être généré d'une manière un peu unique. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre en confiance ces gens? Ils ont dit, non seulement donc on vous le dit, on vous explique comment on a créé ces moyennes, comment on a créé cette base de données avec nos propres données, mais en plus de ça, si vous êtes attaqué, on vous donne 50 000 $ pour que vous vous défendiez. Bon, c'est un assez bon argument de vente, parce qu'effectivement, là, vous dites, je suis en confiance, je sais qu'effectivement, tout ce qui va être généré par Firefly dans Photoshop, c'est effectivement des trucs qui vont être originaux. Peut-être donc la dernière question, mais avant peut-être une anecdote, parce que je sais que tu vis à San Francisco et qu'il y a une flottille de voitures autonomes qui circulent, et tu nous avais dit, mais bon c'est juste pour l'anecdote, qu'il y avait un jeu qui était devenu assez sympathique à San Francisco, donc je fais du teasing, je te laisserai répondre. Et la dernière question, c'était, on parle de Google. Tu nous disais que l'ensemble, en fait, le problème de l'intelligence artificielle générative, c'est que non seulement elle nécessite beaucoup d'énergie pour l'apprentissage, mais aussi beaucoup d'énergie dans l'inférence. L'inférence étant le mode de réflexion quand on fait un prompt, justement, elle va aller chercher des données un peu partout, elle va moyenner, etc. Et que ça développe beaucoup de demandes, besoin d'énergie. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Mais je ne résistais pas à l'anecdote avant à San Francisco. Alors évidemment, quand j'ai dit que j'allais aller chez Renault, les gens me disent « évidemment, tu vas aller travailler sur les voitures autonomes ». Alors la réponse c'est non. Je ne suis pas complètement timbré. Donc je vais vous dire pourquoi, parce que la voiture autonome n'existera jamais. Donc si vous y croyez, si vous avez vu des films où il y a des trucs qui volent ou qui font des trucs tout seuls et tout ça, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ça n'existera jamais. C'est la voiture autonome niveau 5 dont je parle, celle dont Elon Musk nous rebat les oreilles depuis 2014. Il nous la promet pour demain, lui, tous les jours. Tous les jours, c'est demain. Et ça sera toujours demain, je vous rassure. Donc ça n'existera jamais, la voiture autonome niveau 5. Mais je vais vous le prouver après, si vous voulez. Mais avant, il faut expliquer d'abord que ces voitures autonomes à San Francisco, par exemple, parce qu'il y a des endroits où il y a des voitures autonomes, c'est taxis autonomes. D'abord, les taxis autonomes, ils valent 450 000 €, 450 000 $. Donc c'est pas déjà des voitures à vivre de chez Renault. Vous voyez, si je mets des voitures à 450 000 $ sur le marché, je pense que je peux en vendre beaucoup. Donc, mais bon, ceci dit, donc c'est très cher. Vous allez me dire, mais si on fait en série, tout ça, on va baisser les prix. Ouais, mais ça fait les LiDAR qui sont une partie importante des sensors, des capteurs dont on a besoin pour faire ces voitures. Ça fait maintenant 12 ans qu'on utilise des LiDAR qui valent 7 000 $ pièce. Et depuis 12 ans, ils n'ont pas baissé de prix. D'accord ? Donc même si on l'utilise dans plein d'endroits différents et pas forcément dans les voitures. Bref, ceci dit, ça va être très très compliqué. Mais bon, effectivement, il y a un jeu qui avait déjà lieu à Phoenix. Il y a 2 villes aux États-Unis où il y a des taxis autonomes. Alors je mets autonome toujours entre guillemets, moi, parce que comme je viens de dire juste avant, ça n'existera vraiment jamais. Mais ces taxis autonomes, ils sont sur des parcours particuliers. Donc c'est dans un carcan justement aussi. C'est pour ça qu'on peut avoir c'est assez impressionnant. C'est vrai à San Francisco de voir passer ces bagnoles sans chauffeur qui amènent des gens d'un point A à un point B. Mais il y a des grands jeux qui ont commencé à Phoenix il y a 5-6 ans et qui continuent aujourd'hui à San Francisco. Aujourd'hui, c'est le jeu du cône. Alors c'est quoi le jeu du cône? C'est une sorte de corrida en fait. Ce que vous faites, c'est que vous passez devant la voiture autonome avec un cône orange et vous le mettez sur son capot. Et la voiture... elle s'arrête, elle ne sait plus rien faire parce qu'il y a un cône. Et donc, elle voit un cône et voilà, c'est fini. Donc ça crée des embouteillages absolument extraordinaires. Et ces voitures, ne marchent pas du tout. Et là, il y avait 2 compagnies qui opéraient ces taxis autonomes dans San Francisco depuis le mois de juillet. Donc juillet 2023, là, juste maintenant. La Californie avait donné l'autorisation en août 2023, mais la ville de San Francisco a autorisé en juillet 2023. Donc ils opéraient là tous les 2. Avec donc, ces jeux, ça a mis de bordel pas possible dans plein de moments. Ils ne reconnaissent pas les véhicules de secours.
Donc dès qu'il y a une ambulance, un truc qui arrive en face et tout ça, enfin, ça a créé des cas très très embêtants. La ville de San Francisco veut arrêter d'ailleurs, mais la Californie les empêche maintenant parce que la Californie a obligé, a mandaté de faire ces expérimentations. Bref, et là, une des deux compagnies, donc Waymo qui est la compagnie de Google et Cruise qui est la compagnie de GM, General Motors, Cruise vient d'arrêter il y a 2 semaines parce qu'il y a eu un très grave accident. En fait, ils ont pris un gars dans une porte et ils l'ont dragué sur 150 mètres. Bon, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Et donc, Cruise a décidé d'arrêter toutes ses opérations partout aux États-Unis. Bon, ils avaient qu'à San Francisco jusque-là, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que ces voitures autonomes, de toute façon, ça va être très, très compliqué. Ce n'est juste pas possible. Je vais vous donner, avant de répondre à ta question, je vais vous donner 2 exemples qui sont un exemple français et puis un exemple international. L'exemple français, ça s'appelle la place de l'Étoile à 18h. Si vous collez une voiture autonome sur une des avenues de la place de l'Étoile à 18h, la voiture autonome, elle ne va pas bouger. Elle ne va pas bouger parce qu'elle fait un truc super bien, la voiture autonome. Elle suit le code de la route. Si vous suivez le code de la route pour rentrer sur la place de l'Étoile, vous ne rentrez pas. Donc, c'est pas compliqué parce qu'il faut d'autres skills. Et alors, on parlait des soft skills. Il faut d'autres skills pour rentrer sur la place de l'Étoile. Il faut des skills de négociation en général. Hein. Ou alors, il faut des skills de négociation aussi. Donc, ça, à faire apprendre aux machines, c'est compliqué, parce que ça dépend du temps, ça dépend de votre humeur, ça dépend de plein de choses. Bref, donc, ça, c'est pour les Français, ça vous fait marrer. Mais maintenant, on va prendre l'exemple international, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas le droit de faire quand je suis dans certaines conférences. Et donc, l'autre exemple, c'est un exemple qui vient de 2018, quand le CEO précédent, le PDG précédent de Waymo, en avait plein les fesses d'entendre ce que raconte Elon Musk à longueur de journée. Donc depuis 2014, que la voiture autonome niveau 5, c'est pour demain. Donc le gars, il a dit, bon, allez, ça suffit, arrêtons les conneries là. Pour arriver au niveau 4, qui lui arrivera. Niveau 4, ça va être un peu moins autonome, ça va être autonome la plupart du temps, mais des fois, il faudra une intervention humaine. Il faut qu'on arrive niveau 4, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est au niveau 2. D'accord ? Donc même les Tesla, on est au niveau 2. On est très très loin du niveau 4. Okay ? Et donc, mais on va arriver au niveau 4. Et donc le CEO, le PDG de Waymo dit, on va y arriver, mais pour qu'on y arrive, je vais faire don des 10 millions de miles que mes voitures ont pris. Et donc, effectivement, toute la communauté des gens qui travaillent sur la voiture autonome ont regardé ces trucs. Enfin, on n'a pas eu le temps de regarder les 10 millions de miles, mais on a pris cette base de données pour pouvoir faire apprendre à des machines. Super. Alors moi, évidemment, quand c'est arrivé, j'ai été voir la base de données et j'ai dit, je vais aller chercher ce que j'appelle une pépite. Ce que j'appelle une pépite, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va prouver que j'ai raison. Donc, et j'ai pas mis beaucoup de temps en fait à trouver une pépite. J'ai pas eu le temps de regarder les 10 millions de miles, même en accéléré, c'est long. Mais au bout d'1 heure à peu près, j'ai trouvé ma première pépite et depuis j'en ai trouvé une dizaine. Enfin, il y a plein de pépites. Et les pépites, c'est quoi ? Donc c'est un truc qui montre que c'est effectivement impossible. Et ma première pépite, c'était quoi ? On voit une voiture qui roule dans les rues de San Francisco. Pardon, de Mountain View, qui est à côté de San Francisco. Donc la voiture, c'est chiant comme la mort, Mountain View, il ne se passe rien. Donc la voiture elle est en train de rouler comme ça, tranquillou, et elle s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle fait 2-3 mètres et s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle fait 2-3 mètres et s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle fait 2-3 mètres et s'arrête. Bon, au bout de 5-6 fois, on voit dans la vidéo, c'est pris au-dessus du pare-brise, on voit les mains du safety driver. Il y a un safety driver qui est dans la bagnole, qui prend le volant et qui s'en va. Parce que le mec derrière commençait à être un peu énervé. Pourquoi le connard devant, il s'arrête tous les 3 mètres, quoi. Ça n'a aucun sens. Et là, vous regardez bien la vidéo, et vous voyez que sur le trottoir, il y a 2 gars qui marchent. 2 gars qui marchent dans la même direction que la bagnole. Vous dites, c'est 2 mecs qui marchent dans la même direction que la bagnole, c'est pas très grave. Mais vous regardez bien, un des 2 gars, celui qui est le plus près de la chaussée, qui marche dans la même direction de la bagnole, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors vous, humain, vous voyez un bouffon sur le bord de la route qui marche dans la même direction que vous, avec un panneau stop sur l'épaule, vous, humain, vous dites c'est complètement con et vous continuez. D'accord ? La voiture intelligente, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un panneau stop. Et puis un panneau stop,
et puis un panneau stop. Voilà. Les voitures intelligentes sont donc complètement cons, hein, de comprendre, mais ne créent rien, n'inventent rien. Nous, quand on a une situation qu'on n'a jamais vue de notre vie, un truc qu'on n'a jamais vu, un truc improbable, on va s'adapter, on va inventer, on va faire quelque chose. On peut faire des bêtises, mais on va faire quelque chose. La voiture, elle ne va s'adapter à rien du tout. Elle va juste reconnaître un cas ou pas de ce qu'elle a vu avant. Et donc, elle va juste faire ce qu'on lui a dit de faire. Et des fois, comme on n'avait pas prévu le cas, ben, il n'existe pas. C'est comme le chat tout à l'heure, là, les 2% de chats dans la nuit, ils n'existent pas. Avant Du de coup, laisser j'ai pas les répondu à questions ta question. sur l'énergie, Allez, vite qu'est-ce fait que sur ça l'énergie. coûte à la planète? Alors, effectivement, déjà les IA tout court, hein, les IA qui ont le big data, et maintenant on est passé à du huge data, hein, c'est même plus du big data, c'est énorme. Ça prend énormément d'énergie de les stocker dans ces data centers. Vous avez tous entendu parler des data centers, hein, et aujourd'hui vous avez peut-être entendu que Microsoft est en train de réfléchir à mettre des petites centrales nucléaires à côté des data centers pour pouvoir les alimenter, tellement ça prend d'énergie. Okay, c'est une aberration écologique ce machin, hein. C'est-à-dire qu'il faut comprendre déjà qu'il y a une dizaine d'années, les data centers prenaient 60% de leur énergie, pas pour faire du compute, pas pour faire du storage, du stockage, mais juste pour refroidir les machines parce qu'elles étaient les unes à côté des autres. D'accord ? Donc, je veux dire, c'est une aberration totale, le machin. Et donc, du coup, ça prend énormément d'énergie pour stocker les données, pour les faire bouger, en général. Donc, c'est très, très compliqué. Et en plus, on en met de plus en plus. D'accord ? Donc aujourd'hui, par exemple, la machine qui a battu le champion du monde de Go, cette fois-ci en 2016, qui s'appelle DeepMind, qui est une machine qui jouait qu'au Go, hein, ça joue qu'au Go le machin, c'est 440 kilowatts. 440 kilowatts pour jouer au Go. Je veux dire, c'est complètement idiot. Surtout que vous savez que nous, le gars qui est en face, qui joue au Go, il a que ça, lui, hein. Et ça, là, vous savez combien c'est en watts? Pas pour tout le monde, hein, mais bon, pour la plupart d'entre nous, ça, c'est 20 watts. 440 kilowatts contre 20 watts. Et en plus, avec mes 20 watts, non seulement je joue au Go, mais je parle, un truc compliqué, d'accord? Je fais de la cuisine, je fais plein de trucs. Ok? Donc avec ça, je fais plein de trucs à 20 watts. L'autre machin, les 440 kilowatts, ça fait que jouer au Go. S'il faut que ça parle, il faut que je recommence tout et ça ne marchera pas. Donc ça prend une énergie folle. Et en plus de ça, donc, comme tu disais, les IA génératives, donc cette nouvelle génération, non seulement ça prend énormément d'énergie pour créer les modèles, hein, vous avez peut-être entendu que OpenAI, pour créer son modèle de ChatGPT 3, 5 ou 4, ça prend des millions de dollars en énergie. D'accord ? En plus de ça, donc, ça prend de l'énergie au niveau de l'inférence, donc quand on l'utilise. Et aujourd'hui, si on avait autant de requêtes ChatGPT que de requêtes Google, il n'y a pas assez d'énergie dans le monde. Point. Il n'y a pas. D'accord ? Magnifique. Merci beaucoup pour cette passion, etc. Comme on dit en bon français, the floor is yours. Qui veut poser la première question ? Félicitations. Christophe Dubois-Damien, ingénieur et scientifique de France. Est-ce que vous avez des détracteurs? Est-ce que vous avez des gens qui ont tout intérêt à avoir l'IA générative Hollywood? Oui, bien sûr. Donc, vous avez quelqu'un en France ici qui est extraordinaire, qui s'appelle Laurent Alexandre. D'accord ? Alors, Laurent Alexandre, je vous conseille de ne pas l'écouter, parce que d'une part, il n'y connaît rien. Il raconte n'importe quoi. Pardon ? Il est habillé pour l'hiver. Non, on va l'habiller pour l'hiver maintenant, là j'arrive. Laurent Alexandre, il est urologue. Alors, vous l'écoutez quand il parle de pipi, d'accord ? Mais intelligence artificielle, vous m'écoutez moi. Ok ? Donc, non. Donc, il y a des gens, effectivement, qui disent n'importe quoi pour se faire mousser, etc. Mais il y a des gens qui sont dans le domaine qui disent aussi n'importe quoi, mais pour des raisons purement mercantiles. J'ai parlé de mon ami Sam Altman tout à l'heure, donc le président de OpenAI, Elon Musk. Ces gens-là, en fait, ils font faire
de l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas forcément dans les faiseurs eux-mêmes, mais ils font des déclarations qui sont purement basées sur le fait qu'ils ont déjà des trucs ou ils veulent avoir des trucs bientôt. Et donc, du coup, ils essayent d'influencer soit le régulateur, soit le marché. Elon Musk, en février, le 28 février 2023, crée une compagnie qui s'appelle XAI. Tout est X avec lui. Donc XAI, il le crée le 28 février 2023. Et donc c'est une AI, c'est une AI générative non woke, parce qu'évidemment tout est woke pour lui. C'est très très mauvais, tout est gauchiste, d'accord. Et donc très bien, il crée ça. Le 28 mars 2023, un mois après, il fait signer une pétition par 600 scientifiques ou personnes du milieu pour faire un moratoire sur les IA. Alors, un moratoire de 6 mois sur les IA. Oui, c'est une bonne idée, ça va me permettre de rattraper. Mais c'est bien. Voilà. Donc, il faut comprendre quand se passe des choses comme ça, des signatures de gens qui signent des trucs et n'importe quoi, le pourquoi derrière. Sam Altman, en juillet 2023, dit « Oh là 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 là, les gars, il faut réguler, il faut tout arrêter, machin, il faut faire attention, les IA, elles peuvent être méchantes, oh là là !» Oui, alors réguler, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, on ferme les portes, mais moi, je suis déjà dedans, donc c'est bon. Voilà. Donc, il faut analyser aussi avec les business, parce que c'est quand même des businessmen, les gars là. Donc oui, il y a des gens qui, il y a des gens qui fondamentalement croient aussi à ce qu'ils racontent. Mais quand les gens qui sont plutôt de mon côté, on va dire, ça va être des gens qui pratiquent l'IA. Vous avez un gars qui s'appelle Yann Lequin, qui est assez connu, qui est un autre Français qui fait de l'IA et qui a eu la médaille Field, pendant la médaille Turing récemment, il y a 2-3 ans, qui est un des meilleurs spécialistes de l'IA depuis les années 80. D'accord, il est beaucoup plus vieux que moi. Et il raconte à peu près la même chose. Lui, il pense qu'un jour, peut-être, on aura des machines qui seront complètement intelligentes, mais il sait que ça va être très très compliqué. Et moi, je lui explique que ça n'existera pas, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ces gens-là, les gens qui pratiquent, ils sont plutôt on se calme un peu. On réfléchit, on regarde, on voit vraiment ce que c'est, on comprend que c'est des outils qui sont excessivement spécialisés, et puis voilà, on apprend à les utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des bêtises avec, d'accord? Mais que ça va tuer le monde, ou que ça va... C'est nous qui décidons. À la fin, le manche du marteau, c'est moi qui le tiens. Donc tous ces outils, c'est moi qui décide ce que je veux faire. La société qui décide ce qu'on veut faire. On peut décider de tout lâcher. La société peut décider de tout lâcher. Il y a un film que je vous recommande, qui est un film de 2003, qui est un film complètement idiot. Son nom l'indique d'ailleurs, ça s'appelle Idiocratie. C'est un film de 2003 qui est très court, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais je vous conseille de le regarder au 6e degré à peu près. Et vous comprenez que effectivement, les robots peuvent nous commander, et puis on devient complètement idiot, à bouffer des chips dans le canapé à longueur de journée en buffant du Gatorade. Mais on se rend compte qu'il y a une strate de la société qui, elle, commande les robots, qui me commandent. D'accord? Donc il y a toujours quelqu'un qui, de toute façon, décide. Autre question? Donc, le premier rang est... C'est pour ça qu'on est au premier rang. Oui, Jean-Christophe Sibéras, Société New Bridges. Oui, effectivement, on avait vu la pétition demandant la suspension de l'IA. Bon, ok, mais quand même, aux États-Unis, il y a bien eu le gouvernement américain, enfin le président, qui vient là, c'est pas mercantile, là, il a décidé qu'il fallait réglementer. Ah oui. Donc, moi, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on réglemente du coup, voilà. à condition que ce ne soit pas une barrière d'entrée, mais qu'est-ce qu'il y a à réglementer du coup, et qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis dans ce domaine? Il a dit il faut réglementer. Ouais. On est d'accord, mon gars. Allons-y. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut réglementer? Oui, mettons-nous d'accord. Et justement, la meilleure régulation, la meilleure réglementation, c'est celle qu'on décide ensemble, pour savoir avec les gens qui font partie du milieu, pas Laurent Alexandre. Et donc, on comprend, on discute et on se trompe de temps en temps. Ici, en Europe, on est quand même très fort en régulation. On dit toujours les Américains inventent, les Chinois copient et l'Europe régule. Donc, mais la vérité, c'est que, par exemple, RGPD, d'accord? Mai 2018, on crée RGPD ici, on réglemente la privacy des données. Ok, très bien, super, bonne idée.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans la plupart des pays du monde, on a une version d'RGPD, parce que l'Europe a montré le chemin. Mais entre le moment où il y a eu les premiers problèmes, c'était sur Facebook, de privacy, c'était en 2003, et la réglementation arrive en 2018. Donc on a mis quand même 15 ans pour réfléchir, pour savoir ce qui allait être bien. Là, le problème qu'on peut avoir avec l'IA, parce que c'est dans le hype, c'est qu'on risque de réglementer avant de réfléchir. Et donc ça serait un tout petit peu embêtant. Et c'est ce qui se passe un peu avec les AI Act aujourd'hui à Bruxelles. On commence à dire, et c'est ce que a dit Biden aussi, mais lui, il n'a pas dit ce qu'on allait faire. Il a dit qu'il fallait réglementer, qu'il fallait réguler. Mais les AI Act, en Europe, parce qu'il y a cette vague, on commence à dire on va réguler tout de suite là, le machin sans savoir exactement pourquoi. Et on va réguler, ce qui m'embête moi dans les AI Act, c'est qu'on va réguler la technologie. Et on va le mettre en 4 strates. On va dire OK, un peu dangereux, très dangereux et interdit. Et par exemple, dans les interdits, on dit reconnaissance faciale. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, on fait du scoring social avec la reconnaissance faciale, et donc on interdit la technologie. Mais c'est une connerie monumentale, ça. Parce qu'il ne faut surtout pas interdire les technologies. Il faut interdire leurs applications. Donc interdire l'application qui va faire du scoring social et qui va permettre de faire ce qu'on ne veut pas faire, OK, moi je suis pour. Mais interdire la technologie, c'est complètement con, parce que cette même technologie, je peux l'utiliser pour un handicapé pour qu'il ouvre sa porte. D'accord ? Quand il arrive dans le truc, poum, ça reconnaît, ça ouvre sa porte. Donc, encore une fois, respirons, regardons les trucs et réglementons quand on comprend les choses. Et quitte à se tromper et à changer un peu la régulation à un moment donné. Donc, oui, il faut réguler. Oui, les gens comprennent qu'il faut réguler à un moment donné, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Une autre question, on en a pour 2 ou 3 maximum. On va passer au dernier rang. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence très inspirante. Vous avez évoqué le terme intelligence augmentée pour décrire l'IA générative. En vous écoutant, moi je pense plus à de l'accélération dans l'exécution de tâches intellectuelles. Et du coup, j'aimerais bien savoir quelle est votre définition de l'intelligence dans l'absolu, pour savoir en parallèle ce qui n'est pas l'intelligence. Alors, intelligence augmentée, quand je parle d'intelligence augmentée, je parle pas d'un truc en particulier, mais je parle en général, c'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils, et c'est exactement ce que vous venez de dire. D'accord ? Alors, d'habitude, je fais un joli graphe qui me permet d'expliquer l'intelligence, parce que je et personne n'a la définition de l'intelligence. D'accord, il y a des philosophes très intelligents qui se sont mis ensemble et qui ont défini 7 critères pour définir l'intelligence. Il y a des psychologues qui en définissent 17. Donc chacun a un peu sa définition de l'intelligence. Et donc du coup, j'ai réussi à faire un machin. Et en général, quand je fais ce dessin, c'est un dessin, quand je fais ce dessin, les gens repartent illuminés et deviennent mes apôtres. Et vont dans le monde pour porter la bonne parole de ce que c'est l'intelligence. Mais je vais essayer de vous le faire, si je peux avoir juste une feuille de papier blanche. Je vais vous faire le dessin. Et attends, je vais te mettre à ta place en fait. Donc, je vais vous faire une définition mathématique en fait, parce que je suis mathématicien. Donc, je vais vous faire une définition mathématique de l'intelligence et je vais comparer avec les intelligences artificielles, parce que c'est ce que vous me demandez. Alors, je vais commencer par... pardon, je vais faire comme ça. Je vais commencer par... Attendez, voilà. Je vais faire un graphe en 2 dimensions. Donc, ça va rester relativement simple. On va faire un graphe en 2 dimensions. Et je vais projeter sur ce graphe, je vais projeter toutes les définitions possibles et inimaginables de l'intelligence humaine. D'accord ? Donc là, je fais une réduction, en quelque sorte, et je projette en 2D là-dessus. OK ? Et ma projection, ça va aller sur ce qui s'appelle... l'ordonnée. L'ordonnée, c'est le truc qui monte. Okay, donc, l'ordonnée, c'est de 0 à 100, c'est le niveau d'intelligence. 0, Donald Trump, jusqu'à 100, le génie. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'intelligence humaine. Et sur l'abscisse, le machin en bas, c'est les domaines d'intelligence. La cuisine, le machin, la voiture, tous les domaines d'intelligence. OK ? Donc là, je vais dessiner, je vais projeter l'intelligence humaine. OK ? Voilà. On n'est pas des génies, mais on n'est pas complètement cons. Vous voyez la courbe ? Vous voyez, elle est comme ça. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est nous. D'accord ? C'est nous. On peut le ramener sur n'importe quoi, surtout nous les Français. Et voilà.
Ok, très bien. C'est en mathématiques une courbe continue. Ok, continue. Et je vais faire une claim, alors qui est bold claim, comme on dit en anglais, qui est un peu forte. Je vais dire que non seulement elle est continue, mais en plus, elle est infinie. C'est-à-dire que je vais la continuer avec des pointillés, là. Elle est infinie parce que les domaines qui n'existent pas aujourd'hui, on peut les inventer. Ok ? Voilà. On est continu, infini. Ça, c'est nous. Regardons les intelligences artificielles. Intelligence artificielle, alors, je vais prendre par exemple les échecs. Boum. Échec, domaine très particulier, c'est une ligne, là, la ligne qui est là, il est à 100. Si vous jouez contre un ordinateur aux échecs que vous gagnez, c'est que vous l'avez mis au niveau 2. D'accord ? Ce n'est pas possible. Okay ? L'intelligence artificielle gagne, c'est un génie. Okay ? Voilà, ça c'est l'intelligence artificielle des échecs. Je vais prendre la conduite autonome. Conduite autonome, elle est là. Donc elle n'est pas à 100% parce que vous avez compris que la conduite autonome niveau 5 n'existera jamais. La 4, elle existera, donc j'ai mis à 80%. D'accord ? C'est meilleur que mon fils. Ok ? Pas de problème. Donc voilà, elle est là. Très bien. Je vais dessiner n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, je peux avoir une intelligence artificielle qui sera meilleure que moi. Je peux définir un truc qui sera meilleur que moi. Je peux définir l'outil, par définition même, qui sera meilleur que moi. Dans n'importe quel domaine. Si j'ai vraiment envie, je peux. Ces intelligences artificielles ici, je peux en faire maintenant, en dessiner plein. D'accord ? Je vous en ai fait 3 ici, mais je peux en faire plein. Mais mathématiquement, qu'est-ce que je viens de faire là ? Je viens de dessiner des lignes qui s'appellent des lignes discrètes. D'accord ? En mathématiques, ça s'appelle lignes discrètes. Okay ? Alors là, il y a une question philosophico-mathématico, je ne sais pas quoi, qui se pose. Combien de lignes discrètes me faut-il pour atteindre la continuité ? Infini. Et vous savez peut-être, l'infini, c'est compliqué. C'est beaucoup. OK ? Et donc là, je viens de démontrer par l'absurde qu'il est impossible que les intelligences artificielles soient à notre niveau, puisqu'il en faut une infinité. Et l'infinité, encore une fois, c'est compliqué. Et un truc rigolo, c'est maintenant, on va se poser la question, elles sont où les intelligences artificielles dans le truc qu'on n'a pas encore inventé là ? Ben, elles sont nulle part. Hein. Elles sont dans ce qu'ils appellent en mathématiques l'ensemble vide. Parce que tant que nous, on n'a pas inventé quelque chose, les intelligences artificielles, elles n'existent pas. Parce que c'est nous qui les définissons. Elles n'inventent rien et elles ne s'inventent pas elles-mêmes, comme il y a certains films de Hollywood qui nous prétendent que ça peut le faire. OK ? Voilà. Et ce dessin-là, maintenant, vous l'avez dans la tête et vous avez compris pourquoi l'intelligence artificielle ne pourra jamais matcher l'intelligence humaine. C'est une définition par l'absurde, ce que je viens de faire ici, mais ça marche pas mal. Bon, merci Luc. Malheureusement, on arrive au terme de cette matinée. Charles-Henri ? Très court, Ouais. très court. Charles-Henri, Parce que là, je voudrais juste challenger un petit peu Luc. Merci Luc pour ce débat passionnant et divertissant. Et puis comme tu es très direct, je vais l'être aussi, comme ça on va gagner du temps. Tu as pas mal parlé déjà, bon, tu conclus sur le fait que l'intelligence artificielle n'existera jamais, enfin en tout cas ne battra jamais l'intelligence humaine. C'est le contraire de ce que dit par exemple, justement tu citais Yann Lequin, qui dit « il n'y a aucun doute ». Jeffrey Hinton dit la même chose, Joshua Bengio dit la même chose, les 3 qui ont gagné le prix Turing. À peu près toute la communauté scientifique dit... Pas vrai, mais bon, mais la communauté scientifique dit que non seulement l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine, mais qu'en plus il y a un risque de l'humanité. Cette fameuse pétition dont tu parlais, il y a quand même pas que des chercheurs, il y a des économistes, il y a plein de gens qui montrent un danger. Et là, pas plus tard que ce mois-ci, tu as eu à Londres un sommet entre les États, où c'est la première fois où tu as même la Chine, les États-Unis, l'Europe qui se mettent d'accord sur tout ça. Donc, moi, je veux bien, mais là, c'est Luc Julien contre le reste du monde. Ça me rappelle un peu le Covid avec ça. Non, mais ça me rappelle un peu le Covid avec le professeur Raoult qui allait nous soigner. Non, mais c'est pas vrai. Je pense qu'il faut faire attention à ça, Okay. parce que non, mais derrière ça, et c'est super important, parce qu'il y a des DRH ici. Et les DRH, il y a un rôle qui est hyper important, c'est de préparer les populations à ce qui nous arrive. Quand on dit il n'y aura pas de danger, il n'y aura pas de casse sociale, c'est pas vrai.
Il va y en avoir. Par contre, il y en aura moins si on prépare les gens, on leur explique clairement ce qui va se passer. Donc je suis complètement Ça, en on est d'accord, désaccord. mais par contre, il faut Par dire contre, je suis la d'accord vérité. sur Sam Altman qui est un Pinocchio. Je suis complètement d'accord. Vas-y. Ok, bon, Yann Lequin, il est tout à fait d'accord avec moi, donc c'est pas vrai qu'il dit qu'il y aura une intelligence artificielle, il dit que peut-être un jour on arrivera à les choses. Non, non, mais attends, tu peux hocher la tête autant que tu veux. On regarde sur Yann Internet, il y a Lequin- 10 000 vidéos, il dit qu'il n'y a aucun doute. C'est Yann documenté. Lequin, non, Yann Lequin dit absolument Lequin- pas ça. Salim, on va peut-être pas engager un débat. Il dit Laissons- absolument pas ça. Yann Lequin dit exactement comme moi que l'intelligence artificielle générale n'existera jamais. La plupart des gens qui utilisent et qui créent l'intelligence artificielle disent la même chose. Il y a des gens des fois qui pètent des durites qui disent qu'effectivement il y a la singularité qui nous pend au nez. Bon, ben ça, il y a une université qui est dans la Silicon Valley qui est la Singular University. Si vous voulez aller faire un tour là-bas, allez-y, bonne chance, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Mais Yann Lequin, en l'occurrence, et je le côtoie à peu près tous les jours parce qu'on fait partie de du même comité interministériel sur l'IA générative, et on est complètement d'accord que l'intelligence artificielle généraliste n'existera jamais. Ce n'est juste pas possible. On est d'accord. Mais et les autres scientifiques dont tu parles, Winton en l'occurrence, lui, il a pété une durite, d'accord, et on sait pourquoi. Il est parti de Google parce qu'il s'est fait virer de Google, en fait. Et donc, depuis, il est dans ce Et délire. est-ce que tu sais pourquoi il s'est fait virer de Google? Ah bah, il s'est fait virer de Google, justement, parce qu'il a pété une durite. Voilà, monsieur. il s'est fait virer de Google, comme tous les gens qui parlent d'éthique chez IA. Et j'ai passé 8 ans chez Google, donc je connais bien le sujet. Ouais, bah, Parce que ça dès que tombe. tu dis qu'il y a un danger, Google te dit. Et tu y es plus ne chez dis rien. Google, parce que Non, tu t'es fait je ne virer, sais peut-être. plus. C'est pour ça que je peux dire Attendez, aujourd'hui. là, Et c'est je suis- justement pour ça que je peux dire des choses aujourd'hui. Bon. Mais dès que tu dis quelque chose chez Google, tu te fais virer. C'est comme ça, c'est la base. Eh oui. Bon, écoutez, merci. Ça a été le dernier. Donc,